Titre, mes parents m'ont menacé d'augmenter mon loyer pour que je garde ma nièce gratuitement. J'ai déménagé, et ils ont perdu leur poule aux œufs d'or. Salut Reddit. Mes parents ont essayé de me faire du chantage pour que je devienne le babysitter gratuit pour l'enfant de ma sœur. Quand j'ai refusé, ils ont menacé de tripler mon loyer, alors j'ai déménagé et maintenant ils rament pour couvrir le crédit de leur investissement locatif. Voilà comment ça s'est passé. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, et j'ai vécu pendant les 4 dernières années dans un appartement que mes parents possèdent. C'est un T3 correct dans un bon quartier de Lyon. Rien d'extravagant, mais solide. Ils l'avaient acheté comme investissement en 2015. Et quand j'ai eu mon diplôme de la fac et décroché mon premier vrai boulot, ils m'ont proposé de me le louer à un prix d'amis. L'accord était simple, 600 € par mois, hors charge. Le prix du marché pour un appartement comme celui-là était facilement 2300 €. Donc, ça semblait être un super arrangement. J'économisais de l'argent pendant qu'ils percevaient un loyer fiable de quelqu'un qui n'allait pas saccager l'endroit où sautaient des paiements. Mes parents, Richard et Patricia, ne sont pas de mauvaises personnes. Ou du moins, ils ne l'étaient pas jusqu'à ce que ma sœur cadette, Chloé, ait son premier enfant. Ils ont toujours eu cette dynamique bizarre où Chloé avait tous les droits, tandis que moi, je devais juste me débrouiller et ne pas causer de problème. En grandissant, Chloé s'en sortait toujours. Elle ratait un examen? Pas de sa faute, le prof était injuste. Elle a bousillé la voiture de maman? L'autre conducteur n'aurait pas dû être sur cette voie. Elle se faisait surprendre en train de faire le mur? Eh bien, elle était juste une adolescente qui explorait son indépendance. Pendant ce temps, j'ai été privé de sortie pendant 2 semaines parce que je suis rentré avec 15 minutes de retard sur le couvre-feu, car je m'étais arrêté pour aider quelqu'un qui avait un pneu crevé. Le 2 poids, 2 mesures était si évident que c'en est devenu une blague récurrente avec mes amis. Ils me demandaient si j'avais besoin de mots d'autorisation signés par mes parents pour des activités d'adultes basiques, tellement ils étaient contrôlants avec moi. Mais Chloé, elle, pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Quand Chloé a eu 18 ans, elle a encastré la voiture de maman dans une boîte aux lettres en envoyant des SMS. La réponse de mes parents a été de lui acheter une voiture plus neuve et plus sûre, car clairement l'ancienne ne la protégeait pas correctement. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai accidentellement reculé dans une poubelle dans notre allée, j'ai dû payer la réparation de la bosse avec l'argent de mon job d'été. Chloé a 5 ans de moins que moi, et elle a toujours eu ce talent pour faire de ses problèmes la responsabilité de tout le monde. Quand elle a abandonné la fac après un semestre parce que l'environnement académique ne lui convenait pas, mes parents ont remboursé son prêt étudiant sans poser de questions. Quand j'ai eu besoin d'aide pour des manuels lors de ma dernière année parce que ma bourse ne couvrait pas tout, papa m'a fait un sermon de 30 minutes sur la responsabilité financière et m'a suggéré de trouver un petit boulot ou d'utiliser les exemplaires de la bibliothèque. J'ai trouvé ce petit boulot, d'ailleurs. Je travaillais 20 heures par semaine dans une librairie sur le campus tout en suivant un programme de cours très chargé. Chloé, cette même année, a travaillé à temps partiel dans une boutique de vêtements, démissionnant au bout de 3 mois parce que sa manager l'avait micromanagée en s'attendant à ce qu'elle arrive à l'heure. Le favoritisme était si flagrant que même mes grands-parents l'avaient remarqué. Mon grand-père m'a dit un jour à Noël qu'il respectait la façon dont j'avais tracé ma propre voie sans constamment demander de l'aide. C'était sa manière polie de dire que Chloé était pourri gâtée et que tout le monde le savait. Ma grand-mère me glissait de l'argent quand mes parents ne regardaient pas, en me chuchotant que je le méritais pour être si responsable. Ma tante, la sœur de ma mère, faisait aussi des commentaires sur la différence de traitement. Elle disait des choses comme « C'est intéressant de voir comment Chloé semble toujours avoir besoin d'aide alors que Julien se débrouille très bien tout seul. » Maman devenait défensive et changeait de sujet, mais tout le monde pouvait le voir. Avance rapide jusqu'à l'année dernière. Chloé est tombée enceinte à 26 ans de son petit ami, Danny. Ils étaient ensemble depuis peut-être 8 mois, et aucun des deux n'avait d'emploi stable. Danny travaillait dans le bâtiment quand ça lui chantait, et Chloé enchaînait les postes dans la vente, démissionnant généralement après quelques mois parce que le manager était toxique, que les horaires ne convenaient pas à son emploi du temps, ou que ses collègues créaient des histoires. J'avais rencontré Danny quelques fois lors de réunions de famille. Un type assez sympa, mais pas exactement ambitieux. Il parlait beaucoup de monter sa propre boîte un jour, mais ne semblait jamais prendre de mesures concrètes pour y arriver. La plupart du temps, il se plaignait de son patron actuel et du fait qu'il n'était pas apprécié à sa juste valeur. Quand Chloé a annoncé sa grossesse lors d'un dîner de famille, mes parents sont passés en mode super grands-parents.
Maman a pleuré des larmes de joie et a immédiatement commencé à planifier une baby shower. Papa parlait de l'excitation de devenir grand-père et a commencé à regarder des meubles pour bébé en ligne le soir même. Personne n'a posé les questions évidentes, comme savoir si Chloé et Dany étaient financièrement prêts ou s'ils avaient discuté de choses importantes comme les responsabilités parentales et les plans à long terme. Ces préoccupations étaient apparemment moins importantes que de célébrer l'arrivée imminente. Ils l'ont aidé à déménager dans un appartement plus grand, ont acheté tous les meubles pour le bébé, payé les vêtements de maternité et, en gros, financé toute sa grossesse. La contribution de Chloé et Dany a été de se présenter et de tout accepter. Pendant ce temps, je payais toujours mon loyer et couvrais mes propres dépenses comme un véritable adulte. Je me souviens d'un dîner où maman me montrait des photos de la chambre de bébé qu'ils avaient aménagée pour Chloé. Des rideaux sur mesure, un ensemble de meubles assortis, un de ces lits évolutifs sophistiqués. L'ensemble a probablement coûté au moins 3 000 €. Quand j'ai mentionné que ça semblait cher, maman a dit qu'ils voulaient que leur premier petit enfant ait tout de parfait. Le bébé, une fille nommée Sophie, est née en mars. Une petite mignonne, je l'admets. Elle avait les yeux de Chloé et ce tout petit nez qui faisait fondre tout le monde. Mais dès le premier jour, Chloé a agi comme si la parentalité était un inconvénient temporaire que tout le monde devait l'aider à gérer. Elle appelait maman à 2 heures du matin parce que Sophie n'arrêtait pas de pleurer, s'attendant à ce qu'elle vienne régler le problème. Peu importe que maman travaille le lendemain matin ou que Chloé soit la vraie parente qui devait apprendre à gérer ça. Elle déposait le bébé chez mes parents pour juste 1 heure et revenait 5 heures plus tard, toujours avec une excuse sur le trafic, une rencontre avec une amie ou quelque chose à régler qui, mystérieusement, prenait beaucoup plus de temps que prévu. Elle traitait le babysitting gratuit comme un service par abonnement qu'elle aurait payé. Mes parents étaient de garde 24h24 et 7h7 et ils l'acceptaient sans se plaindre. En fait, ils semblaient apprécier d'être si nécessaires, ce que je trouvais bizarre. Ils annulaient leurs propres plans pour accommoder les demandes de dernière minute de Chloé, sans jamais suggérer qu'elle devait s'organiser à l'avance ou trouver une vraie solution de garde. Je suis resté à l'écart de toute cette situation. Je venais pour les fêtes, je voyais le bébé occasionnellement, mais je n'allais pas me laisser aspirer dans le chaos de Chloé. J'avais ma propre vie, un bon travail de coordinateur de projet dans une entreprise de BTP, un groupe d'amis solides et assez de temps libre pour profiter de ma vingtaine. Mon travail était exigeant mais gratifiant. Je coordonnais des projets pour de nouveaux bâtiments commerciaux, ce qui signifiait gérer des plannings, traiter avec des sous-traitants, m'occuper des permis de construire et, en gros, m'assurer que tout se déroulait dans les délais et le budget. Cela exigeait une communication constante, une attention aux détails et la capacité de gérer les urgences rapidement lorsque des problèmes survenaient. Je travaillais en télétravail les mardis et jeudis, ce qui était génial pour ma productivité. Pas de trajet signifiait plus de temps pour me concentrer, et je pouvais abattre des rapports et des emails sans les distractions du bureau. C'étaient mes jours les plus productifs, impliquant généralement des appels enchaînés avec des entrepreneurs, des inspecteurs de la mairie et des clients. Puis est venue la conversation qui a tout changé. C'était un dimanche de juillet, environ 4 mois après la naissance de Sophie. Mes parents m'ont invité à dîner, ce qui n'était pas inhabituel. Nous faisions des dîners de famille peut-être 2 fois par mois, et c'était généralement bien tant que Chloé n'était pas là à se plaindre de quelque chose. Ce dimanche-là, Chloé était là avec Sophie. Le bébé était grognon, pleurant toutes les 20 minutes environ, et Chloé avait l'air épuisée. Pas la fatigue normale d'un nouveau parent, mais le genre de fatigue qui vient quand on s'attend à ce que tout le monde fasse les corvées à votre place pendant que vous vous occupez des moments dignes d'Instagram. J'avais apporté une bouteille de vin et du pain d'une boulangerie que maman aimait. La contribution habituelle pour un dîner. La maison sentait le poulet rôti et papa était dans le jardin à bricoler son barbecue, même si nous ne faisions rien griller. Juste sa routine du dimanche. Nous avons traversé le dîner avec un minimum de drame. Sophie a pleuré plusieurs fois. Chloé l'a immédiatement tendue à maman à chaque fois. Et papa a fait des blagues sur le fait que les bébés étaient exigeants tout en ne faisant absolument rien pour aider la dynamique familiale standard que j'avais vu se jouer des dizaines de fois. Maman avait préparé son repas dominical habituel. Poulet rôti, purée, haricots verts et petits pains. Tout était bon, bien que la conversation soit tendue. Chloé n'arrêtait pas de regarder son téléphone et semblait agacée d'être là. Dany n'était pas venu parce qu'il travaillait sur un projet, ce qui signifiait probablement qu'il regardait le foot à la maison. Après le dîner, papa m'a demandé de venir dans son bureau. Ce n'est jamais bon signe.
Le bureau n'était en réalité qu'une chambre d'amis avec un bureau et quelques classeurs, mais papa aimait l'utiliser pour les conversations sérieuses car cela lui donnait l'impression d'être important. C'est là qu'il m'avait annoncé la mort de mon chien d'enfance, où nous avions discuté de mes choix d'études, et où il m'avait sermonné pendant 1 heure sur la responsabilité après que j'ai oublié de sortir les poubelles. Maman et Chloé nous ont rejoints, ce qui m'a retourné l'estomac. Les réunions de famille dans le bureau de papa signifiaient que quelqu'un voulait quelque chose, et ce quelqu'un était généralement Chloé. La pièce était exiguë avec nous 4. Papa était assis derrière son bureau comme s'il menait une réunion de conseil d'administration. Maman était perchée sur l'accoudoir du vieux fauteuil dans le coin. Chloé s'appuyait contre le cadre de la porte, tenant toujours son téléphone. Je suis resté debout, sachant instinctivement que je ne voudrais pas être assis pour ce qui allait suivre. Papa a commencé par des banalités sur le travail et comment l'appartement me convenait. Il a demandé si j'avais eu des problèmes d'entretien, si les voisins étaient sympas, des trucs de propriétaire en somme. Je sentais qu'il préparait le terrain, alors j'ai juste attendu. Maman est intervenue pour me poser des questions sur mon travail, si j'appréciais toujours mon poste de coordinateur de projet, si je pensais évoluer vers un poste de chef de projet. Toutes des questions normales qui semblaient anormales dans ce cadre formel. Finalement, après environ 10 minutes à tourner autour du pot, papa en est venu au fait. Ta mère et moi avons discuté et nous pensons qu'il est temps d'ajuster ta situation de loyer. Ma première pensée a été qu'ils allaient l'augmenter au prix du marché, ce qui aurait été agaçant, mais juste. Le loyer réduit était techniquement une faveur, et j'avais toujours su que ça pourrait se terminer un jour. Je m'étais en fait préparé à cette éventualité, en mettant de l'argent de côté chaque mois au cas où. Mais ce que papa a dit ensuite était bien pire. Chloé a vraiment du mal avec les frais de garde d'enfant, a-t-il commencé. Et je savais déjà où ça allait mener. Tout mon corps s'est tendu. Elle a trouvé un travail à temps partiel dans une boutique qui pourrait déboucher sur quelque chose de génial, mais elle a besoin d'une aide fiable avec Sophie pendant la journée. Le travail est du mardi au jeudi, en milieu de journée. J'ai regardé Chloé, qui étudiait ses ongles comme s'ils étaient la chose la plus fascinante au monde. Elle ne croisait pas mon regard. Maman a enchaîné avec sa voix raisonnable et répétée. On pensait que comme tu travailles de la maison 2 jours par semaine, tu pourrais garder Sophie ces jours-là, juste les mardis et jeudis pendant les heures de bureau. Chloé la déposerait le matin vers 8h30 et la récupérerait à 18h. Ce serait parfait. Laissez-moi être clair sur ma situation de travail. Je suis coordinateur de projet pour des chantiers de construction commerciale. Oui, je suis en télétravail les mardis et jeudis, mais je ne suis pas assis à regarder la télé et à naviguer sur les réseaux sociaux. Je suis en appel avec des sous-traitants, je gère des plannings, je coordonne avec les inspecteurs de la mairie, je m'occupe des permis de construire, je révise des plans et, en gros, je fais le même travail exigeant que lorsque je suis au bureau. Ces jours de télétravail impliquent généralement de 4 à 6 heures d'appels vidéo et de conférences téléphoniques. Je pouvais être au téléphone avec un électricien pour discuter des normes, puis enchaîner immédiatement avec un appel à un inspecteur de la mairie sur des retards de permis, puis un autre appel avec le client sur des questions de budget. C'était un travail intense, concentré, qui exigeait toute mon attention. Je travaille depuis la maison, dis-je lentement. Ce n'est pas la même chose qu'être à la maison, disponible pour garder un bébé. Papa a agité la main avec dédain, comme si j'étais dramatique. Tu es sur ton ordinateur. Tu peux garder un œil sur le bébé pendant que tu travailles. Les gens le font tout le temps maintenant. C'est la nouvelle norme. Non, ils ne le font pas. Pas s'ils veulent garder leur emploi et maintenir une quelconque crédibilité professionnelle. Je suis en réunion au minimum 4 heures par jour, expliquai-je, en essayant de rester calme. Des appels vidéo et des conférences téléphoniques avec des sous-traitants, des inspecteurs, des clients. Je ne peux pas avoir un bébé qui pleure en arrière-plan pendant que je parle à des fonctionnaires de la ville ou que je discute des budgets de projet. Ce n'est pas professionnel, et mon patron ne le permettrait jamais. Chloé a finalement pris la parole, sa voix prenant cette qualité plaintive qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie. Sophie est un bébé très facile, cependant. Elle fait surtout la sieste pendant la journée. Tu ne la remarquerais probablement même pas. C'était un mensonge éhonté, et tout le monde dans la pièce le savait. J'avais vu Sophie en action lors des dîners de famille. Cette gamine avait des poumons de sirène d'incendie et les utilisait fréquemment. Elle pleurait pendant 20 minutes d'affilée pour rien, et Chloé la passait simplement à la personne la plus proche au lieu de la calmer réellement.
Pas plus tard que la semaine dernière au dîner du dimanche, Sophie avait pleuré pendant tout le repas. Chloé avait fait les 100 pas avec elle, la berçant et la chuchotant pendant que le reste d'entre nous essayait de parler par-dessus le bruit. Maman l'avait prise un moment. Même papa l'avait tenue brièvement avant de la rendre quand elle a régurgité sur sa chemise. « Je suis désolé, mais non, dis-je fermement, en les regardant chacun leur tour. Je ne peux pas garder Sophie pendant que je travaille. Ce n'est pas possible avec mes responsabilités professionnelles. » La pièce est devenue silencieuse. Mes parents ont échangé un de ces regards que les couples mariés perfectionnent au fil des décennies. Le genre qui communique des conversations entières sans mots. Je pouvais presque les voir se mettre d'accord silencieusement pour passer à la phase suivante de leur plan, quel qu'il soit, qu'ils avaient répété. Papa s'est raclé la gorge de cette manière officielle qu'il adoptait lorsqu'il était sur le point d'imposer sa loi. Eh bien, voilà le truc, fiston. Nous te facturons un loyer bien en dessous du prix du marché depuis 4 ans maintenant. Ça a été notre cadeau pour t'aider à t'établir après tes études, pour te donner une base sur laquelle construire. Je n'aimais pas la direction que ça prenait, mes poings se sont serrés. Nous pensons qu'il est temps de ramener ton loyer à sa juste valeur marchande, continua-t-il, sa voix prenant ce ton professionnel qu'il utilisait quand il voulait paraître autoritaire. Cet appartement pourrait facilement se louer pour 1 800 € par mois maintenant, avec le marché actuel. C'est ce dont nous aurons besoin à l'avenir. Le chiffre m'a frappé comme un coup. 1 800 €, c'était le triple de ce que je payais actuellement. Ça ferait passer mon loyer de 600 € confortable à près de 40% de mon salaire net. C'était un prix d'appartement dans une grande ville pour un T3 un peu daté dans un quartier correct mais pas exceptionnel. Maman a ajouté de sa fausse voix sympathique. Celle qu'elle utilisait quand elle faisait semblant de se soucier de vos préoccupations tout en vous manipulant. Bien sûr, si tu aides avec Sophie 2 fois par semaine, nous serions heureux de maintenir ton loyer au taux actuel. Pense-y comme un échange de services. Tu as un logement abordable et Chloé a une garde d'enfants fiable. Tout le monde profite de l'arrangement. Voilà. L'ultimatum, emballé dans l'obligation familiale et la manipulation financière, avec un joli ruban, tout le monde y gagne. Je les ai regardés attentivement, un par un. Papa, assis derrière son bureau, essayant de paraître autoritaire et professionnel. Maman, avec son expression sympathique étudiée qui n'atteignait pas ses yeux. Chloé, toujours en train d'examiner ses ongles, probablement pour éviter d'avoir l'air coupable de participer à cette embuscade qu'ils avaient clairement planifiée ensemble. Le calcul dans ma tête a été instantané. 16 heures par semaine de garde d'enfants, multiplié par environ 4 semaines par mois, soit 64 heures par mois. Une garde d'enfants professionnelle dans notre région coûtait environ 15 à 20 € de l'heure. Donc, il me demandait de fournir un service d'une valeur de 960 à 1280 € par mois tout en prétendant que je faisais une bonne affaire en économisant 1200 € de loyer. Sauf que je bénéficiais déjà de cette réduction de loyer. Ils menaçaient de me retirer un avantage existant à moins que j'accepte de travailler pour eux. Ce n'est pas un échange. C'est de l'extorsion. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dis-je lentement, m'assurant de comprendre chaque partie de leur plan. Vous voulez que je fournisse gratuitement 16 heures de garde d'enfants par semaine, sinon vous triplez mon loyer de 6 cents à 1 800 €. On ne demande pas une garde gratuite, protesta Chloé, levant enfin les yeux de son téléphone. On t'offre une réduction sur le loyer en échange d'une aide à la famille. C'est juste. Que j'obtiens déjà. Vous menacez de me retirer ma réduction actuelle à moins que j'accepte de travailler pour vous. Papa secoua la tête, son expression se durcissant. Ce n'est pas comme ça que nous voyons la situation. Nous ajustons simplement aux taux actuels du marché et nous proposons un arrangement alternatif qui profite à tout le monde. C'est une décision commerciale. Profite à tout le monde sauf à moi, fis-je remarquer. Je risquerais mon vrai travail rémunéré en essayant de garder un bébé pendant les heures de travail. Tu es dramatique, dit Chloé en roulant des yeux. Ce n'est pas si grave. Plein de gens travaillent de la maison avec des enfants. Oh, plein de gens qui ont choisi d'avoir des enfants et qui ont organisé leur carrière en conséquence. Je n'ai pas choisi ça, et ma carrière n'est pas faite pour ça. Maman se pencha en avant, sa voix prenant ce ton suppliant. Julien, chéri, tu économiserais 1200 € par mois. C'est une somme importante. Pense à ce que tu pourrais faire avec ces économies, non? Et en échange, je fournirais une garde d'enfants qui coûterait normalement combien? 15 € de leur minimum. Donc,
16 heures par semaine à 15 euros, ça fait 240 euros par semaine, soit environ 960 euros par mois. De plus, je mettrai mon vrai travail en danger en essayant de garder un bébé pendant les heures de bureau alors que je dois être professionnel et concentré. Le calcul n'était même pas proche d'être équitable, et il le savait. Le silence qui a suivi mon calcul était révélateur. Chloé a bondi, sa voix s'élevant. Tu en fais toute une histoire. Sophie est de la famille. La famille s'entraide. C'est ce que les gens font. La famille ne menace pas de tripler le loyer de quelqu'un pour le forcer à travailler gratuitement, ai-je rétorqué. Travail gratuit? La voix de Chloé monta d'une octave, prenant ce ton indigné qu'elle utilisait quand on la mettait au pied du mur. Je t'offre de faire partie de la vie de ta nièce, de créer un lien avec elle. C'est un cadeau, pas du travail. En la laissant dans mon appartement 2 fois par semaine pendant que j'essaie de travailler. Ce n'est pas un moment de complicité, Chloé. C'est toi qui as besoin d'une babysitter gratuite et qui manipule la situation pour en avoir une. Papa s'est levé, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Fiston, je pense que tu n'es pas raisonnable. C'est une bonne opportunité pour tout le monde. Chloé obtient l'aide dont elle a désespérément besoin. Tu gardes un loyer abordable dans un super quartier, et Sophie passe du temps de qualité avec son oncle. C'est gagnant-gagnant. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne, demandai-je, entendant ma voix monter malgré ma tentative de rester calme. J'ai besoin de faire mon travail sans distraction. J'ai besoin de maintenir ma réputation professionnelle. J'ai besoin de ne pas avoir mon logement pris en otage pour des demandes de garde d'enfants qui n'ont rien à voir avec moi. Personne ne prend rien en otage, dit maman, sa voix devenant tendue et défensive. Nous avons une discussion de famille sur un arrangement mutuellement bénéfique. Tu déformes la situation. Alors discutez-en sans menace financière. Dites à Chloé de trouver une vraie garde d'enfants comme tous les autres parents qui travaillent en France. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Son coup de maître quand les choses n'allaient pas dans son sens. J'avais vu cette performance 1 millier de fois en grandissant. Je ne peux pas me permettre une crèche classique. Tu sais à quel point c'est cher? J'essaie de retourner au travail, d'être responsable et de contribuer. Et mon propre frère ne veut même pas m'aider quand j'en ai le plus besoin. Tu pourrais te le permettre si toi et Dany travailliez tous les deux à plein temps au lieu de traiter l'emploi comme une option. Dany cherche du travail, protesta-t-elle. Dany cherche du travail depuis avant la naissance de Sophie. Pendant ce temps, vous vous attendez à ce que je subventionne votre situation de garde d'enfant en sacrifiant mon temps de télétravail et en payant le prix du marché si je refuse. Tu es égoïste, dit Chloé sèchement, laissant tomber les larmes aussi vite qu'elle les avait invoquées. Je suis réaliste. J'ai une carrière pour laquelle j'ai travaillé dur. Je ne peux pas la mettre en péril parce que toi et Dany avez refusé de vous organiser ou de prendre la responsabilité de votre propre situation. Papa s'est levé, signalant que la conversation était terminée dans son esprit. Nous te donnons 1 semaine pour y réfléchir et considérer ce qui est vraiment important, mais comprends qu'à partir du 1er août, ton loyer sera de 1 800 euros par mois, à moins que tu n'acceptes d'aider ta sœur. C'est comme ça. Je me suis levé aussi, le regardant droit dans les yeux. Ne vous donnez pas la peine de me donner 1 semaine. Ma réponse est non. Envoyez-moi les papiers du bail pour le nouveau tarif et je trouverai une solution pour mon logement. Maman a semblé véritablement choquée, comme si elle ne pouvait pas croire que je refusais vraiment. Tu préférerais payer le triple du loyer plutôt que d'aider avec ta nièce 2 fois par semaine? Je préfère maintenir mes limites professionnelles et ne pas être manipulé financièrement par ma propre famille. Oui. C'est ce que fait la famille, dit Chloé à travers de nouvelles larmes. Ils s'entraident quand les temps sont durs. Tu as raison. La famille s'entraide. Ils ne les extorquent pas avec des menaces de loyer. Je suis sorti du bureau de papa, le cœur battant, j'ai attrapé mes clés sur le comptoir de la cuisine où je les avais laissées, et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'entendais Chloé pleurer plus fort et maman dire quelque chose sur le fait que j'étais déraisonnable et ingrat. Le trajet de retour a été surréaliste. Mes propres parents venaient de me menacer de tripler mon loyer à moins que je ne devienne la nounou non rémunérée de Chloé. Le favoritisme que j'avais toléré toute ma vie s'était transformé en une véritable coercition financière. Ils n'essayaient même plus de le cacher. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon, le salon que j'avais appelé chez moi pendant 4 ans, et j'ai commencé à faire des calculs. À 1 800 euros par mois, je ne pouvais pas me permettre l'appartement.
Pas si je voulais maintenir une qualité de vie ou continuer à épargner pour mon avenir. Je paierais près de 40% de mon revenu net juste en loyer. Mais trouver un nouvel endroit signifierait des cautions, des frais de déménagement et le tracas de devoir bouger. De plus, je perdrais le loyer avantageux dont j'avais bénéficié pendant 4 ans. Je m'étais habitué ici, j'avais construit une vie dans ce quartier. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Ils avaient monté toute cette situation pour me piéger. Soit accepter de devenir la garde d'enfants gratuite de Chloé et garder un loyer abordable, soit refuser et me faire chasser de l'appartement dans lequel je vivais, que j'entretenais et pour lequel je payais de manière fiable depuis des années. C'était de la manipulation déguisée en obligation familiale. Et ils l'avaient clairement planifié ensemble. L'invitation à dîner, la mise en scène avec la présence de Chloé et Sophie, la réunion de famille dans le bureau de papa, l'ultimatum, tout était coordonné pour maximiser la pression sur moi pour que j'accepte. J'ai envoyé un SMS à mon meilleur ami, Kevin. Urgence. Besoin de parler dès que possible. Kevin est arrivé 20 minutes plus tard avec des sandwichs de notre traiteur préféré et a écouté pendant que j'expliquais toute la situation. Quand j'ai eu fini, il m'a juste regardé, la bouche légèrement ouverte. Mec, c'est vraiment tordu, non? Genre, vraiment tordu. Tes parents sont en gros des propriétaires qui menacent de t'expulser de chez toi à moins que tu ne fournisses une garde d'enfants gratuite. Ce n'est pas de la famille. C'est du racket. 16 heures par semaine. En travaillant à plein temps. Avec un bébé de 4 mois. C'est de la folie. Tu ne peux pas garder un bébé pendant que tu es en appel de travail avec des inspecteurs et des entrepreneurs. Et si elle hurle pendant une réunion client importante? Tu aurais l'air complètement non professionnel. Ils s'en fichent. Ils veulent juste que Chloé ait une garde gratuite et ils utilisent ma situation de logement pour me forcer. Kevin a réfléchi un instant, en mâchant son sandwich. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais déménager. Sérieux? Tu adores cet endroit. Quel choix ai-je? Soit je les laisse me manipuler dans cet arrangement, soit je trouve un autre endroit où vivre. Et si je cède maintenant, ils continueront à pousser. La prochaine fois, ce sera 3 jours par semaine, puis à plein temps, puis les week-ends. Ça va te coûter cher, par contre. Le déménagement, les cautions, un loyer plus élevé ailleurs. Moins que de perdre mon travail parce que je ne peux pas me concentrer pendant des réunions importantes, et certainement moins que de laisser ma famille penser qu'ils peuvent me contrôler avec des menaces de loyer quand ils veulent quelque chose. Kevin a hoché lentement la tête. Respect. Il faut de sacrés tripes pour renoncer à un loyer en dessous du marché. Ce n'est pas vraiment en dessous du marché s'il est assorti de conditions qui pourraient me coûter ma carrière. Au cours des 3 jours suivants, j'ai cherché un appartement comme si c'était mon travail à plein temps. J'ai épluché les annonces en ligne, programmé des visites pendant mes pauses déjeuner et calculé exactement ce que je pouvais me permettre sans détruire mes économies ou ma qualité de vie. La plupart des logements dans mon quartier actuel étaient chers. De 1200 à 1500 € pour un T2 qui n'était même pas aussi bien que mon logement actuel. Le marché était devenu fou ces dernières années. Mais j'ai trouvé un appartement décent à environ 20 minutes plus loin du travail pour 1000 € par mois. Pas aussi bien que l'appartement de mes parents, mais propre, sûr, récemment rénové, et le mien, sans conditions familiales. L'appartement était dans un immeuble un peu plus ancien, mais bien entretenu. Le logement avait été mis à jour avec de nouveaux appareils électroménagers et une peinture fraîche. Il était plus petit, juste un T2, mais honnêtement, je n'avais pas besoin de l'espace supplémentaire. J'utilisais la 2e chambre comme bureau, et le nouvel endroit avait assez de place dans le salon pour mon bureau. Le propriétaire était professionnel et direct. Il a vérifié mes antécédents, mon emploi, mon dossier de crédit et a approuvé ma demande en 48 heures. Nous avons signé le bail le jeudi soir, date d'emménagement, le 1er août. Mes parents ont appelé 2 fois pendant cette période. Je n'ai répondu à aucun des 2 appels. Ils ont laissé des messages vocaux de plus en plus urgents. Le premier était de papa, me demandant si j'avais réfléchi à leur offre et me rappelant que le mois d'août approchait. Le second était de maman, disant qu'il devait finaliser la situation du loyer d'août et me demandant de les rappeler pour discuter des termes. Finalement, le vendredi soir, j'ai rappelé mon père. Je me suis dit qu'il valait mieux crever l'abcès. As-tu pris une décision? A-t-il demandé sans préambule ni salutation. Droit au but. Oui, je déménage.
J'ai signé un bail pour un nouvel endroit aujourd'hui. Silence à l'autre bout du fil. Un long et lourd silence qui a duré au moins 10 secondes. Tu déménages. C'est ce que j'ai dit. J'aurai tout vidé d'ici le 31 juillet, et vous pourrez trouver de nouveaux locataires qui paieront votre prix du marché. Fiston, ne sois pas impulsif. Parlons-en rationnellement. On a déjà parlé. Vous avez clairement exposé votre position, et j'expose clairement la mienne. Je ne suis pas intéressé par le fait d'être contraint financièrement à fournir une garde d'enfant. Maman a pris le téléphone, et je pouvais entendre la panique dans sa voix. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut trouver un arrangement. Peut-être juste un jour par semaine ou des heures plus courtes. Vous m'avez offert une seule option. Fournir une garde gratuite ou payer le triple du loyer. Je choisis l'option 3. Trouver mon propre logement sans manipulation. Mais l'appartement. On pensait que tu l'adorais. Tu y es depuis 4 ans. Je l'adorais. Passé composé. Il s'avère que vivre quelque part vient avec des conditions que je ne suis pas prêt à accepter. Tu es méchant et immature, dit-elle, sa voix se durcissant. Je suis indépendant. Il y a une différence. Papa a repris le téléphone, sa voix prenant ce ton de négociateur. D'accord, on va réduire le loyer. Que dirais-tu de 900 €? C'est toujours une bonne affaire pour toi, et on fait un pas vers toi. Et que se passera-t-il dans 6 mois quand Chloé aura besoin de plus d'aide? Vous menacerez juste de l'augmenter à nouveau? Non merci. Je m'en vais. Et ta sœur? Elle compte sur toi. Elle a besoin du soutien de la famille en ce moment. Chloé compte sur tout le monde sauf sur elle-même et Dany. Peut-être que perdre son option de garde gratuite les motivera à vraiment planifier leurs finances et à agir comme des adultes. C'est froid, Julien. C'est vraiment froid. C'est la réalité, papa. Je dois y aller. J'ai des cartons à faire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et je me suis immédiatement senti plus léger. La décision était prise et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les 2 semaines suivantes ont été chaotiques mais déterminées. J'ai emballé 4 ans de possessions accumulées. Livres, vêtements, ustensiles de cuisine, meubles, toutes ces choses aléatoires qu'on accumule sans s'en rendre compte. J'ai engagé des déménageurs, programmé les transferts de services publics, mis à jour mon adresse auprès de mon travail et des banques, et me suis généralement préparé à quitter l'appartement que j'appelais chez moi depuis la fin de mes études. Mes parents ont essayé plusieurs fois de me faire changer d'avis. Papa a envoyé des SMS sur la loyauté familiale et sur le fait que je gâchais une bonne chose par fierté. Maman a appelé en pleurant, disant que j'abandonnais Chloé quand elle avait le plus besoin d'aide, et que Sophie grandirait sans connaître son oncle. Chloé elle-même a envoyé un long message sur mon égoïsme, sur le fait que je ne me souciais manifestement pas de la famille et qu'elle se souviendrait toujours que j'avais choisi l'argent plutôt que de l'aider. J'ai tout ignoré. Chaque message était la même manipulation emballée dans un papier cadeau émotionnel différent. Ils voulaient que je me sente assez coupable pour céder, mais j'en avais fini de jouer à leur jeu. Kevin m'a aidé à déménager le 30 juillet. Nous avons loué un camion, chargé tout ce que je possédais et l'avons transporté à mon nouvel appartement en une longue et transpirante journée. Il a amené un autre ami pour aider avec les meubles lourds. Et nous nous en sommes sortis malgré la chaleur de juillet. Le nouvel endroit était plus petit et moins pratique. Mais il était à moi. Sans condition, sans drame familial, sans me demander quand le prochain ultimatum tomberait. Juste une relation propriétaire-locataire simple où le loyer était le loyer et rien de plus. Le 1er août, j'ai déposé mes clés chez mes parents. Papa a ouvert la porte, l'air épuisé, des cernes sous les yeux. « Tu l'as vraiment fait, dit-il, fixant les clés dans sa main comme si c'étaient des objets étrangers. Je l'ai vraiment fait. Ta mère est dévastée. Elle pleure depuis des jours. Maman est contrariée parce que sa manipulation n'a pas fonctionné. Il y a une différence. On essayait d'aider Chloé. C'est ta sœur. En me menaçant. Ce n'est pas de l'aide, papa. C'est de l'extorsion. Ne sois pas dramatique. On t'a donné des options. Vous m'avez donné un ultimatum. Être la nounou gratuite de Chloé ou payer le triple du loyer. Ce ne sont pas des options. C'est de la coercition. Il n'a pas eu de réponse à ça. Il est juste resté là, tenant mes clés. Bonne chance pour louer l'appartement, dis-je.
Je suis sûr que vous trouverez quelqu'un prêt à payer 1800 € pour cette cuisine démodée et cette salle de bain d'origine de 1995. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre, me sentant vraiment libre pour la première fois depuis des mois. Les retombées ont été prévisibles et rapides. Mes parents ont cessé de me parler, à l'exception de quelques SMS occasionnels sur leur déception et sur le fait que je changerais d'avis. Chloé a publié des statuts vagues sur les réseaux sociaux sur la trahison familiale et sur le fait de découvrir qui tient vraiment à vous quand vous en avez besoin. Une publication montrait une photo de Sophie avec une légende disant que certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille. J'ai bloqué la plupart de leurs réseaux sociaux et je me suis concentré sur mon installation dans mon nouveau logement. Mais voici ce à quoi ils ne s'attendaient pas. L'appartement est resté vide pendant des mois. Août est passé sans locataire. Il l'avait mis en location à 1800 € comme il l'avait menacé. Mais personne ne voulait payer autant pour un T3 daté dans ce quartier. Le marché ne soutenait tout simplement pas leur prix gonflé. Septembre est arrivé et reparti, toujours vide. J'ai appris par ma tante qu'ils commençaient à paniquer à cause des mensualités du crédit sans revenu locatif. En octobre, ils ont baissé le prix à 1500 €. Toujours pas de preneur. Il s'est avéré que les gens qui cherchaient dans cette gamme de prix s'attendaient à des finitions modernes et à des appareils électroménagers récents, pas à des installations d'origine de 1995 et à des plans de travail en Formica. Novembre est arrivé et ils étaient désespérés. Papa m'a appelé pour me demander si je connaissais quelqu'un qui cherchait une location. Sa voix était tendue, essayant de paraître décontracté mais clairement stressé. Je lui ai dit que je demanderais autour de moi et je n'en ai jamais parlé à personne. Décembre est arrivé et j'ai appris par ma tante qu'ils avaient de nouveau baissé le prix, 1300 € maintenant, bien moins que leur menace de prix du marché et à peine plus du double de ce que je payais. Ils ont finalement trouvé des locataires en janvier, 8 mois complets après mon départ. Les nouveaux locataires étaient un jeune couple payant 1250 €, moins que les 1300 € de valeur marchande qu'ils avaient insisté que l'endroit valait. Mais voici le calcul qui leur a vraiment fait mal. Je payais 600 € par mois depuis 4 ans, sans interruption. C'est 28 800 € de loyer fiable et ponctuel qui couvraient leur crédit et quelques frais d'entretien. Je n'avais jamais été en retard. Jamais causé de problème. Jamais appelé à minuit pour des problèmes mineurs. En essayant de me soutirer 1200 € de plus par la manipulation, ils avaient perdu 8 mois de loyer complet, soit environ 10 000 € de mensualité de crédit manqué qui sont sortis directement de leur propre poche. Puis ils avaient dû se contenter de 1250 € d'étrangers au lieu de 600 € de leur fils, qui prenait réellement soin de l'endroit et réparait lui-même les problèmes mineurs. La réalité était simple. Ils avaient été avides, avaient essayé d'utiliser mon logement pour une garde d'enfants gratuite, et s'étaient tiré une balle dans le pied. Ma tante m'a rendu visite en février et m'a mis au courant de tout ce que j'avais manqué. Elle a toujours été la personne raisonnable de la famille, celle qui voyait clair dans le favoritisme et n'avait pas peur de le reconnaître discrètement. « Tes parents sont stressés », m'a-t-elle dit autour d'un café dans mon nouvel appartement. La situation de la location a été dure pour eux financièrement. Ils ont créé cette situation eux-mêmes. Je sais, je l'ai dit à ta mère, bien qu'elle n'ait pas voulu l'entendre. Elle a expliqué que Chloé avait finalement trouvé une place en crèche subventionnée par un programme départemental. Après avoir postulé et été sur une liste d'attente. Chloé se plaignait constamment des horaires et de la qualité, disant que l'établissement n'était pas aussi bien que les crèches privées et que le personnel n'était pas aussi attentif qu'elle le souhaitait. Dany avait finalement trouvé un travail à plein temps dans un entrepôt après que les aides de Chloé se soient terminées et qu'elle ne puisse plus se permettre d'être la seule à travailler à temps partiel. Il s'avère que la nécessité est une puissante motivation. Mes parents, quant à eux, étaient stressés par la propriété locative. Les nouveaux locataires étaient des gens bien, mais exigeants en tant que locataires, appelant pour chaque problème d'entretien mineur et s'attendant à des réponses immédiates. Après des années où je m'occupais moi-même des petites réparations et n'appelais que pour les gros problèmes, ils avaient oublié ce qu'était la gestion locative. Ta mère a mentionné qu'elle serait prête à parler si tu appelais, a dit ma tante avec précaution. Parler de quoi? De la façon dont ils ont essayé de me manipuler pour une garde gratuite en menaçant de tripler mon loyer? Elle dit que ce n'était pas de la manipulation. Elle dit que c'était une solution familiale qui aurait aidé tout le monde. Comment appelleriez-vous le fait de menacer de tripler le loyer de quelqu'un à moins qu'il n'accepte de travailler gratuitement? Ma tante a soupiré. Je ne les défends pas. Je te dis juste ce qu'elle a dit. Notez,
mais je ne suis pas intéressé à me réconcilier avec des gens qui pensent que les menaces financières sont une communication familiale acceptable. Assez juste. Je ne peux pas te blâmer. Je suis resté dans mon nouvel appartement jusqu'au printemps. Ce n'était pas aussi bien que l'ancien appartement à certains égards. Plus petit, un peu plus loin du travail, un immeuble plus ancien. Mais la vie était objectivement meilleure sans l'ingérence de ma famille. En mai, j'ai reçu un SMS inattendu de Chloé. On peut parler? Je n'ai pas répondu immédiatement. Quoi qu'elle veuille, je n'étais pas intéressé à replonger dans leur dysfonctionnement ou à me laisser entraîner dans de nouveaux drames. Elle a renvoyé un SMS 1 heure plus tard. Je sais que tu es en colère. Je comprends, mais je dois te parler de quelque chose d'important. S'il te plaît. Contre mon meilleur jugement et les conseils de Kevin, j'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre. Je me suis dit que c'était mieux qu'elle ne débarque à mon appartement ou à mon travail. Chloé est arrivée avec 15 minutes de retard, l'air fatigué, mais plus posée que la dernière fois que je l'avais vue. Sophie était avec la mère de Danny pour l'après-midi, a-t-elle expliqué. Merci de me rencontrer, a-t-elle commencé, en tripotant sa tasse de café. Qu'est-ce que tu veux, Chloé? Je voulais m'excuser pour toute l'histoire du loyer l'été dernier. Pour tout. Cela m'a complètement pris par surprise. Chloé ne faisait pas d'excuses. Elle faisait des excuses, des justifications et du rejet de faute, mais pas de vraies excuses. Tu t'excuses. Ouais, j'y ai beaucoup pensé ces derniers mois, et ce qu'on a fait était mal. Maman et papa n'auraient pas dû te menacer comme ça, et je n'aurais pas dû être d'accord avec ça ou m'attendre à ce que tu sacrifies ton travail pour mes besoins de garde. Qu'est-ce qui a changé? Elle a ri amèrement. La réalité. Il s'avère qu'être vraiment responsable de son propre enfant est difficile et cher, et personne ne va te donner des solutions sur un plateau juste parce que tu les veux ou que tu penses mériter de l'aide. Donc, tu as compris ça après mon départ. En gros. Danny et moi travaillons tous les deux à plein temps maintenant. Sophie est à la crèche 5 jours par semaine, et on s'en sort. Ce n'est pas facile, et on est fauché la plupart du temps, mais ça marche. On fonctionne enfin comme des adultes pour une fois. Tant mieux pour vous. Sérieusement, je le pense. Mais j'avais tort de m'attendre à ce que tu sacrifies ton travail et ta vie pour me faciliter la mienne. Ce n'était pas juste et ce n'était pas correct. Tu as travaillé dur pour construire ta carrière et je n'avais aucun droit de te demander de la risquer. Non, tu n'en avais pas. J'ai dit à maman et papa qu'ils avaient tort, aussi. Ils ne veulent pas l'entendre, mais je l'ai dit quand même. Plusieurs fois. C'était probablement la chose la plus mature que Chloé m'ait jamais dite. J'ai étudié son visage attentivement, cherchant des signes de manipulation ou d'agenda caché, mais elle semblait sincèrement sincère. Comment l'ont-ils pris? Pas bien. Ils sont toujours convaincus que tu as surréagi et qu'ils essayaient juste de m'aider. Ils ne voient pas en quoi menacer de tripler ton loyer était de la manipulation. Ils ont menacé de tripler mon loyer, Chloé. De 6 cents à 1800 €, à moins que je ne fournisse 16 heures de garde gratuite par semaine. Je sais. J'étais là. Je dis qu'ils ont tort. Pas qu'ils l'ont admis ou qu'ils en ont tiré des leçons. Nous sommes restés en silence un moment, en sirotant tous les deux notre café. Écoute, a continué Chloé, je ne te demande pas de leur pardonner ou de revenir au dîner de famille ou de faire comme si tout allait bien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce qu'ils ont fait était de la manipulation et j'en faisais partie. J'ai utilisé ma situation pour te culpabiliser et c'était mal. D'accord. Et je suis désolé. Je suis sincèrement désolé pour mon rôle dans tout ça. J'ai de nouveau étudié son visage. Elle semblait authentique, ce qui était inhabituel et légèrement déconcertant. J'apprécie les excuses, dis-je finalement. Je suis content que toi et Danny vous en sortiez et que vous preniez vos responsabilités. On essaie. Ce n'est pas parfait, mais on essaie. Danny est en fait un vrai partenaire maintenant au lieu de juste parler de projets futurs qui n'arrivent jamais. C'est tout ce qu'on peut faire. Être présent et essayer. Elle a souri, et pour la première fois depuis des années, cela semblait authentique au lieu d'être manipulateur. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de sujets neutres. Le développement de Sophie, le travail de Danny à l'entrepôt, et comment il appréciait en fait d'avoir une structure. Ma promotion au travail. C'était presque normal, comme des frères et sœurs qui prennent des nouvelles au lieu de naviguer dans une guerre familiale.
En partant, Chloé a dit, si jamais tu veux voir Sophie, tu es le bienvenu. Sans pression, sans condition, sans attente. Juste. C'est ta nièce, et elle est en fait assez cool quand elle ne crie pas ou n'a besoin de rien. Peut-être un de ces jours. Cool. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne me suis pas réconcilié avec mes parents. Ils envoient toujours des SMS occasionnels suggérant que j'ai surréagi et que je devrais passer à autre chose pour le bien de la famille. Ils ne se sont jamais vraiment excusés pour l'ultimatum ni n'ont reconnu que menacer de tripler mon loyer était mal. Chloé et moi nous envoyons des SMS parfois maintenant. Rien de lourd ou de fréquent, juste des nouvelles occasionnelles et des photos de Sophie faisant des choses mignonnes de bébé. Ce n'est pas la relation fraternelle proche que certaines personnes ont, mais c'est quelque chose. Plus important encore, c'est honnête et ça ne vient pas avec des agendas cachés. Mes parents ont perdu leur locataire fiable, la confiance de leur fils et 8 mois de mensualité de crédit parce qu'ils ont été avides et ont essayé de transformer une obligation familiale en travail forcé. Est-ce que ça valait le coup de perdre leur relation avec moi pour essayer d'obtenir une garde gratuite pour Chloé? C'est à eux de répondre à cette question. Mais de là où je suis, dans mon appartement légèrement plus petit, avec mon loyer légèrement plus élevé et mon niveau de stress nettement plus bas, payant ma part sans manipulation ni ultimatum. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.